Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et messieurs, dames, bonjour à tous les amis, 16h46, nous sommes le 2 septembre 2024 et il est l'heure du Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien les copains. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine? Et c'est la rentrée, là ça y est, l'heure de la rentrée a sonné. C'était ce matin pour les élèves de France et de Navarre, certains avec l'uniforme. Certains sans le téléphone. Enfin, tout le monde est à un régime différent, mais c'est sympa comme tout. C'est sympa comme tout. J'espère que vous allez bien, les copains, que le week-end a été bon. Est-ce que certains d'entre vous sont encore en vacances? Est-ce que est-ce que certains ont encore cette chance, ce bonheur, ce privilège, bande d'affreux bourgeois, victimes du néolibéralisme rampant, si j'ose dire? Et est-ce que d'autres sont au boulot, également victimes d'ailleurs du capitalisme rampant, s'il en est. Merci à Sélénis23 pour le subprime 24e mois, ça fait plaisir. Merci à VCastle également pour le subprime tout nouveau. C'est un petit nouveau, bienvenue camarade, merci beaucoup. Merci aussi à Pimouskassi pour le subprime 24e mois, merci beaucoup. Les copains, et voilà, Alexandrine59 nous dit, que j'embrasse évidemment, dit, et oui, en plein milieu de... Ah non, ça c'est Phil entre autres, qui est en plein milieu des vacances, et Alexandrine59, on rentre de l'école tout juste. Ben voilà, on y est, les copains. Y a tout de suite des questions. Lab17 qui dit: sais-tu si une date est prévue du côté de Caen, dans le Calvados? On sera à Rouen, camarades. On sera à Rouen. Passez le mot, les amis normands. On va à Rouen. Je vais vous donner la date. Bougez pas, c'est ici. Je vous le montre. On fait toujours le petit point. Vous le savez, les amis. C'est ici. On sera à Rouen très exactement le 19 avril 2025, les copains. Donc rendez-vous par ici. Merci à Chromawaz Air pour le premier sub de l'histoire. Merci camarade. Et quelqu'un qui a repris le boulot, qui est en larmes. Il écoute du Natacha Saint-Pierre depuis des heures. On l'appelle le pélican, on l'appelle le dévoreur. Il est là. C'est Edouard qui est de retour. Salut à tous. Bonsoir. Regardez, je suis bien bronzé. Ouais. Un commentaire sur ses vacances, sur Macron, Mbappé. Ouais, Mbappé, on adore. Hein, on aime bien. Le président, il est super.
Et moi, je suis devenu un Je gourou. laisse parler, je vais faire un peu de lecture. Allez, non, ouais, salut tout le monde. Bon retour à moi-même et bonnes vacances. Et bon La retour à vous. formule est géniale. Ouais, Je me souhaite le meilleur. ouais, Voilà. puisque personne ne me le dit, je me le souhaite. Il y a Phil, entre autres, qui est Edouard le best. Merci. Et ça, en américain, ça veut dire le meilleur. Super. Allez, C'est fort, là. amusez-vous bien. Et plein ses retrouvailles et tout avec le boulot, là. Il est chiant, là. Ah, c'est chaud, là. C'est chiant. Et t'es bien, les vacances, les machins. C'est fini! Ouais, j'ai bien compris. C'est magnifique. Merci. Mais c'est fou, il y a plein de nouveaux dans les subs aujourd'hui. Merci à Chaton Fripon pour le subprime. Merci beaucoup, camarades. Merci, les amis. Alors, effectivement, parce que moi, j'ai repris depuis une semaine. Je suis un roublard du travail, hein, pendant que d'autres ont encore les tongs aux pieds. Et aujourd'hui, les amis, attention. Étape de montagne. Étape de montagne, les copains. Épisode très spécial du Juste Bistrot. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et il est l'heure de réaliser vraiment le fantasme. Le rêve. On va parler littérature aujourd'hui avec Scandale de Marlène Schiappa. Et je vais tout vous dire. Je vous préviens, les amis, on en a pour environ 40 minutes d'analyse. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça n'est pas un effet d'annonce pour vous faire croire qu'il faut rester, je sais pas quoi, en s'en cire. C'est juste que j'ai bien bossé mon truc. J'ai eu envie de me dire que c'est un bouquin à la con avec 3 scènes de cul et on s'en fout. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a des révélations. On a peut-être un nouveau scandale, pas loin du scandale du fonds Marianne. Je m'expliquerai. L'inspecteur milieu a bossé. Je vais vous montrer tous les éléments. On est dans la supposition, mais il y a un délire. Voilà. Donc, on va s'échauffer. On va y aller gentiment. On a une pièce du Boucher aujourd'hui, hein. Donc, je vais vous parler d'Éric Boucher. On va parler d'une sociologue également à qui, naturellement, on pisse au cul, hein, vous me voyez venir. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et on va attaquer après Schiappa d'ici 10, 15, 20 minutes. Je sais pas, je prends le temps que je veux. Tu vois, je me suis même pas rasé tellement j'ai enquêté, là. Ça va être fou. Ça va être fou. Il y aura tout. Vous allez voir, les amis. Alors, d'abord, pour s'échauffer, les copains, on attaque avec... on attaque la semaine en fanfare, regarde. Voilà, hein, vous me voyez venir, la sociologue du CNRS, Isabelle Vera Masson, qui fait parler d'elle, les amis, évidemment. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, j'essaie de vous retrouver la première séquence de cette dame pour bien voir à qui on a affaire. Tac, 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 qui nous avait... Voilà, j'ai l'extrait. Attendez, est-ce que c'est la métaphore qui est chaud. Bougez pas. Gna, 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 gna. Gna, gna, gna. Alors non, je l'ai peut-être pas, faut que je le retrouve sur Twitter éventuellement. Elle avait comparé, les amis, le drame de Crépol, donc l'attentat de Crépol, vous vous en rappelez. Elle l'avait comparé à Roméo et Juliette, déjà à l'époque, donc on n'était pas trop mal. Voilà, elle est là, la séquence. Ça, c'était en novembre 2023. Rappelez-vous, on parle de la même dame. Du tout. Et moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée de... Voilà. Donc, rappelez-vous, c'est cette dame, hein, qui avait déjà beaucoup fait parler à l'époque. Et elle a réitéré. Elle a réitéré la bougresse parce que déjà à ce moment-là, on pouvait faire quelques réflexions, en tirer quelques conclusions. Mais là, ça va un petit peu plus loin. Ça va un petit peu plus loin. Elle nous a offert une nouvelle réaction médiatique concernant les drames de Mougins avec l'assassinat de ce gendarme, l'assassinat de cette petite fille de 9 ans à Valoris, une affaire encore terrible. Un criminel en rodéo, enfin, tu sais, c'est les rodéos urbains, déjà, rien que ça, on pourrait faire 30 minutes pour dédramatiser, pour, on va dire, tout transformer en fait divers, on invente des termes. Là, maintenant, c'est le rodéo urbain, il y a un côté un peu Far West, où sont les peaux rouges. Mais en fait, non, c'est pas un rodéo urbain, c'est un comportement criminel sur la route. Soyons clairs, hein, quand tu es en roue arrière à contresens à 60 km/h, c'est pas un rodéo urbain, il n'y a pas John Wayne là en fait. Et donc bref, on invente déjà des mots, et en plus on a maintenant des sociologues qui viennent nous faire des analyses.
Je vous fais écouter la séquence, toujours la même, hein, Isabelle Véramasson, sociologue au CNRS. Donc, attention. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ, dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement pour lui, déjà, je crois qu'il est... Voilà, donc vous avez compris l'idée. Après Roméo et Juliette, maintenant c'est West Side Story. Alors, je voulais vous montrer ça, les copains, et quand même en parler 3 minutes, parce que bon, on pourrait se contenter de montrer la séquence et de dire, mon Dieu, qu'elle aille se faire cuire le cul, cette pauvre dame, l'errance de la sociologie contemporaine, mais ce serait un peu trop facile, parce que je pense que cette dame est sérieuse. Je pense que cette dame est sérieuse, qu'on est en présence d'une sociologue tout à fait intelligente, et qu'elle incarne une dérive, non pas de la sociologie, parce qu'il y a des choses très brillantes qui sortent actuellement, mais elle incarne une énième, on va dire, une énième preuve de la déchéance de nos élites. Parce que là, on est en plein, si vous voulez, dans le fantasme bourgeois du bon sauvage, de la racaille, tu sais, la racaille, mais qui nous offre des films avec Michel Larocque et je ne sais quel acteur en devenir, de la bourgeoise prof de chant qui rencontre un migrant qui finalement est le nouveau Pavarotti, tu vois. Ben, le problème, c'est que pour ces gens-là, ce que nous, quand par exemple on voit des films au cinéma qui racontent ce genre d'histoire, de fantasmes petits bourgeois, nous on sait bien que c'est pas vrai. On sait bien que c'est un cliché éculé, que d'ailleurs le nombre d'entrées parle pour eux, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je pense que cette dame, Isabelle Véramasson, elle est sérieuse. Son rapport au réel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand elle est amenée à travailler sur la question de rodéo urbain, déjà, le terme de rodéo urbain ne la choque pas. Il y a une distanciation avec un réel qu'elle ne vit pas. Et les rodéos urbains, t'en as pas dans le 16e. Au mieux, une fois, on a croisé un caniche caché par terre. En termes de comportement, de dérive, bon, dans le 16e, dans les beaux arrondissements parisiens, tu es préservé de tout ça. Ils sont préservés. Donc, ils parlent de choses, si vous voulez, avec lesquelles ils entretiennent une véritable distance. Ce qui fait que leurs commentaires sont complètement déconnants. Pour la grande majorité des gens, c'est complètement déconnant. Ces gens-là, ces élites complètement désœuvrées, qui n'ont plus de rapport avec ce réel, ont besoin d'aller piocher dans la fiction pour trouver une grille d'interprétation. Là où les gens qui vivent ce genre de choses, de près ou de loin, vont obligatoirement piocher dans le réel. C'est aussi pour ça que les références, là, à Roméo et Juliette, à West Side Story, au départ, je pensais que c'était la provocation. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui, vous parler vous développer l'idée que c'était de la provocation, en fait. Et qu'ils faisaient ça à bon escient pour que ça fasse de l'audience sur BFM et qu'on en parle. Mais je pense que c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'ils sont premier degré. Il y a un tel écart avec le réel que vit la grande majorité de la population qui vont piocher dans la fiction. Parce que sinon, ils ne savent pas, ils ne le vivent pas. Et le plus cruel, ce qui est terrible, c'est que le jour où c'est par exemple la petite fille d'Isabelle Véramasson, ce que personne ne souhaite évidemment, qui se fera renverser par une motocross ou qui prendra un coup de couteau à la gorge, ce jour-là, vous allez voir ces élites qui vont se mobiliser au décuple pour changer les lois, pour corriger ce qu'on leur a fait. Parce qu'il y aura une réaction qui va être démultipliée. Rappelez-vous, à l'issue, au moment des émeutes, après la mort de Naël, après l'assassinat de Naël, rappelez-vous les émeutes, il y a eu un vrai basculement, et qui illustre ce que je vous dis là, il y a eu un vrai basculement dans la mesure où, dans un premier temps, les médias, donc l'élite bourgeoise médiatique, ils étaient globalement, pas tous bien évidemment, mais dans la grande majorité, ils étaient là en disant oui, mais bon, vous comprenez, bon, les jeunes, ils font un peu des bêtises, alors ils crament des baraques, ils crament des théâtres, je sais pas quoi, oh, ça va, ils s'ennuient, comme dirait Isabelle Véramasson. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu un retournement de leurs propos de bourgeois médiatiques à partir du moment où les émeutes ont commencé à se rapprocher des beaux quartiers parisiens. Et là, ça rigolait plus du tout. Et là, on sentait tout de suite le virage autoritaire qu'il fallait engager, en disant « Mais que fait la police ?» Parce que quand on allait braquer des footlockers à
à Sochaux, c'est pas très grave. Mais quand c'est le Footlocker des Champs-Élysées, c'est beaucoup plus grave. C'était pareil avec les Gilets jaunes. Tout le monde s'en branlait quand on bloquait des ronds-points en province. Tout le monde s'en cirait complètement. Et quand ça a commencé à arriver à Paris, là, ça s'est inversé. On a fait des procès en antisémitisme et compagnie. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce que tout ça est lié. Tout ça est lié, et ces élites bourgeoises, à mon avis, ne sont pas dans la provocation, ne sont pas dans la bêtise. Ce serait trop facile. C'est tout le problème d'un rapport au réel qu'elles n'ont pas. Donc, ils vont piocher, comme je vous disais, dans des références de fiction. Dites dans le chat ce que vous en pensez sur cette affaire-là, les amis. Merci à Isatricode pour le sub 30e mois, c'est extraordinaire, gros bisous. Merci à Cuire le cul, également pour le sub 3e mois, excellent pseudo. Shiraz 3005 pour le sub 25e mois, complètement dingue aussi. L'injuste milieu, très bon pseudo, qui vient de sub 3e mois, merci camarade, on est pas mal. Je prends vos messages, il n'y a qu'une d'une 73 qui dit il y a une super interview sur Elucide qui vient de sortir sur ce sujet, la vie dans les campagnes en déclin, la réalité derrière les fantasmes bourgeois. Oui, faut que je commence à écrire, faut que je commence à l'écouter pour vous en parler de ce truc-là. Ouais, j'en ai que des bons échos. Stealth 5 qui dit c'est un peu de la bêtise, je trouve. Ben, je suis pas certain. Enfin, je trouve ça trop facile. Tu vois, c'est l'ami Tabibian qui disait ça sur le plateau de TVL il y a quelques mois, peut-être même un an. Il avait dit ça concernant le niveau des politiciens actuels, notamment au gouvernement. Et il avait dit, soit ils font semblant, soit ils sont réellement bêtes, et dans ce cas-là, il faut se suicider parce qu'il n'y a plus aucun espoir. C'était quelque chose de cet ordre-là. Et je trouve que je suis plutôt d'accord avec la réflexion assez terre-à-terre, qui est de dire qu'ils sont cons, c'est trop facile. Tu sais, on les met à distance en disant non mais laissez tomber. C'est un peu comme le cousin bizarre qu'on a tous qui bave entre l'entrée et le plat. On dit bah ouais, mais il est comme ça, Dimitri. Bon. Il est gentil. Voilà. Et ben ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Je ne pense pas qu'il y ait de la bêtise. Je pense qu'il y a un rapport contrarié au réel, on va dire. Mais voilà, il y a Gab Venturi qui le rappelle. Coluche l'expliquait très bien, ils le font exprès. Je suis plutôt de cette option-là. Mais voilà. Chris 2176 qui dit c'est tout à fait ça, ça ne les touche pas donc ce n'est pas grave. Sparkling Generator dit elle a raison que c'est des trucs de jeunes, mais c'est des jeunes qui méritent des tartes dans la gueule. Pourquoi pas, ça c'est la méthode Pascal le grand frère. Bigna Pololo, que j'embrasse, j'espère que tu vas bien camarade, qui dit je pense que notre élite autoproclamée est composée majoritairement de teubés. Je pense pas. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Enfin, peut-être pas avec ça, mais voilà. Donc voilà un petit peu les copains. Merci à Hervéro pour le sub 16e mois, c'est magnifique. Et Stevie Doo également pour le sub 4e mois. C'est une pluie de subs aujourd'hui, complètement dingue. Et l'injuste milieu qui dit des fois je me demande si c'est pas nous qui sommes cons à penser qu'ils sont cons. Peut-être, mais là c'est le serpent qui se mord la queue, de Snake, Is Eating. The Q. Donc, les copains, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui en échauffement avant de parler de Marlène Schiappa? Oui, on a une pièce du boucher. Ah, vous le savez, j'aime bien. La pièce du boucher du jour, vous le savez, c'est Éric Le Boucher. Dans l'opinion, une fois par semaine, on a le droit à nos chroniques préférées d'Éric Le Boucher. Si vous voulez, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, pour vous le présenter rapidement, c'est une nouvelle rubrique dans le Juste Bistrot qu'on a inaugurée il y a une semaine ou deux. Vous voyez ce que c'est un macroniste? Bon. Vous voyez ce que c'est quelqu'un qui a un t-shirt Macron 2022, tu vois? Et bien Éric Le Boucher, il est encore au-dessus, en fait. Voilà. Et il écrit des papiers. Donc c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Toutes les semaines, il nous régale avec des propos complètement géniaux, magnifiques. Et là, dans son papier intitulé, donc aujourd'hui, lundi 2 septembre, La dictature du psychologique, du ressenti, du symbolique, on a droit à 2 paragraphes que je voulais vous lire. Les 2 derniers, d'ailleurs. Les 2 derniers paragraphes. Je voulais vous lire ça parce que c'est magnifique. L'ami Éric Le Boucher, donc c'est la pièce du boucher, qui nous fait un raisonnement. Le problème, c'est l'ambiance morose, les gens voient tout en noir, ils ont l'impression que tout part en cacahuète et tout. Et Éric, il a une réponse à ça, Éric, parce qu'il est neutre, il est journaliste. Donc, puis il a une réponse qui est celle que les autres ne comprennent pas, ne voient pas. Lui, il l'a. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Éric? Je vais vous lire les 2. Il nous explique la raison principale de la domination du négatif. Vous êtes prêts? Je continue.
tient à la victoire de la coalition des oppositions populistes, des réseaux sociaux et des médias. La bataille des idées a été perdue par les raisonnables aux États-Unis comme en France. Les armes des faits, des chiffres, du raisonnement, du réel sont devenues inefficaces contre celles habilement maniées du symbolique, du ressenti, de l'émotion. Dans le monde psychologique, un micro-trottoir écrase un rapport de 300 pages. La réforme des retraites restera comme une des routes essentielles. Le débat a été sorti du champ des chiffres pour celui des émotions. Les Français n'ont pas saisi l'évidence que pour sauver le système, il faut cotiser plus longtemps, comme tous les autres pays l'ont fait. Bon, en fait, un seul paragraphe, ça suffit. Pourquoi on va pas se faire chier à en mettre deux parce que là, il y a tout. Il y a tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime chez Éric Le Boucher, notre boucher favori, qui nous explique en fait pourquoi les gens, tu sais, quand par exemple tu n'as plus de pognon, tu dis merde, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois? Tu vois, la raison principale, la domination du négatif. Parce que c'est vrai que quand tu commences à manger tes chaussettes, bah, tu as l'esprit un peu négatif. Tu dis merde, bon, même si tu fais une promenade en forêt, tu retrouves pas la banane. Et Éric Le Boucher, il t'explique en fait, ça tient, alors ça tient pas au fait que tu es faim. Rien à voir. Non, ça tient à la victoire de la coalition des oppositions populistes. Ah merde. Et c'est vrai que ça, les gens n'y pensent pas. Tu sais, quand t'as faim, quand t'as plus à bouffer et tout, les gens se disent pas, ben oui, Bardella, évidemment. Et en fait, si. Par exemple, pareil, hein, sur la bataille des idées qui a été perdue. Et il t'explique les deux camps, Eric. C'est là où il est fort. Eric, il te dit d'un côté, il y a le camp des faits, des chiffres, du raisonnement, du réel. Voilà, le réel. Au moins, c'est pratique. Ceux qui ne sont pas dans le camp, ils sont tarés, en fait. Ils sont tarés. Et de l'autre côté, il y a le camp du symbolique, du ressenti, de l'émotion. Parce qu'Eric, il n'aime pas l'émotion. Et que quand tu utilises l'émotion, c'est pour manipuler les gens. C'est d'ailleurs pour ça que, concernant la réforme des retraites, il écrit que l'évidence qu'il fallait faire la réforme, je cite, pour sauver le système. Là, il n'y a pas de manipulation de l'émotion. Pas du tout. Ah, il est fort, Eric. Donc on l'embrasse Eric bien sûr. Dès qu'il y a une pièce du boucher, les amis, je vous la fais avec plaisir, sachant qu'il est aussi dans les échos, hein, parce qu'ils sont partout. Hein. Eric Le Boucher, il écrit dans l'Opinion 1 ou 2 fois par semaine, et il est souvent aussi dans les échos. Donc je surveille ça de près. Vous inquiétez pas, on va en parler. On va en parler les copains. Donc ça, c'était pour notre pièce du boucher, l'ami Éric Le Boucher qu'on embrasse évidemment et qu'on invite naturellement, hein, Éric Cantona, la belle citation, à aller se faire cuire le cul, naturellement, cette séquence. Je la remets parce qu'elle me fait rire à chaque fois. Parce qu'on ne pense pas hein, que j'utilise un langage déplacé comme ça sur des journalistes. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, Éric Cantona, c'est « je leur pisse au cul », pour le citer de mémoire. Voilà, je vous montre la séquence extraordinaire, ce qu'on a envie de dire à Éric Le Boucher, évidemment. Mais une fois que c'est chaud, tout le monde y va. Hein. On pose ses questions, on fait vivre le truc. Hein. On va pas non plus. On va pas taper dessus tout de suite, mais après, on fait des fiottes. Mais après, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est maintenant. Alors, machin. Tout peut arriver. Bon, Eric, le principe, c'est une tchatch. On discute. Ouais. Donc. Indéfendable. Qui n'est pas défendable? Pardonnable, il y a les catholiques, les machins, au XIIe, au XIIIe siècle, ils ont tué des gens, et pendant les dernières guerres, le pape, il a pardonné, ou des trucs comme ça. Je pense que pour une petite agression sur un petit supporter, on peut être pardonné. Ça, c'est pour la religion. On le met de côté. Et il y a des gens qui prient et amènent, et le pape il se promène en Rolex, en machin, avec tous les machins à or. Alors moi, au pape, je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Voilà, j'adore, hein, déclaration extraordinaire. Vous allez vous rendre quelques services mutuels. Alors, les amis, 17h07, l'heure avance gentiment, vous êtes déjà nombreux, hein, plus de 500 sur Twitch les copains, merci à vous bien sûr les amis d'être là, sur Twitter également vous êtes présents, vous êtes plus de 900 sur Twitter, venez sur Twitch les copains, aidez-nous à faire grimper l'algorithme pour faire découvrir le Juste Bistrot, vous avez un lien juste en dessous de ce que vous regardez, vous cliquez dessus, vous arrivez sur Twitch, on est de plus en plus nombreux, pareil sur Facebook. Alors les amis, on va passer au grand morceau de la soirée, au moment que vous attendez tous. Et sincèrement, moi aussi, j'ai hâte de vous faire part de mes découvertes, de mon plaisir de lecture, de certaines révélations. On va pas se mentir, les copains,
il est l'heure de se farcir le nouveau livre de Marlène Schiappa, j'ai nommé Scandale, et ça porte très bien son nom. Alors, déjà, l'introduction est extraordinaire. Avant de commencer, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, à partager, parce que vous regardez peut-être le replay de cette vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en taguant Marlène Schiappa, parce qu'elle m'a bloqué de partout. Sur Twitter, Instagram et tout, et j'aimerais juste qu'elle soit au courant qu'on ait un droit de réponse. C'est normal, hein, c'est la loi. Hein. Donc, n'hésitez pas à la taguer, dire voilà, voilà, parce que moi, je pensais, comme vous, hein, peut-être que c'était un livre à la con, bon, des histoires un peu de cul, de machin, c'était pas passionnant. Eh ben, détrompez-vous. Et sincèrement, j'aurais aimé faire ça un peu pour vous accrocher, tu sais, le teasing, comme on dit. Et sincèrement, c'est un livre à énigmes. C'est un livre à énigmes et j'ai vraiment été très, très, très accroché par cette lecture. Vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer, les copains, et on finira la séquence sur l'enquête d'inspecteur Milieu. J'ai peut-être déterré quelque chose de très curieux en lien avec la nouvelle histoire d'amour de Marlène Schiappa, et sincèrement, j'ai hâte d'avoir votre avis parce que ça sent pas bon. On n'est pas loin du niveau du fond Marianne, si tant est que cela soit avéré. Mais on va y aller dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre de ce livre, sorti le 19 juin 2024 aux éditions Fayard. Et forcément, qui dit nouveau livre de Marlène Schiappa dit les attentes ne sont pas énormes. Les attentes ne sont pas énormes. Je vais tout vous décrypter. On va refaire une vraie critique littéraire, vous allez voir, à l'ancienne, Let It Be, pour ceux qui connaissent. Et ce bouquin, déjà, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il est sorti à un très mauvais moment. Hein. Il sort le 19 juin. On a les européennes 2024 qui sont à ce moment-là, hein, on se rappelle, c'est juste après, hein, donc le second tour des européennes a lieu le 9 juin, le livre est censé sortir le 19 juin, et là on est dans la pure supposition, mais ce livre était compliqué à trouver. J'ai fait quelques librairies, que ce soit en Suisse ou en France, j'ai eu du mal à le trouver, comme une impression que fallait pas trop en parler. Et pourtant, il y a de quoi, comme vous allez le voir. Et d'ailleurs, dans les médias, j'ai trouvé quelques rares critiques qui en ont parlé, parce que, au pire, même pour se foutre de sa gueule, ou même pour une bonne promo, parce qu'on parle d'un livre de quelqu'un du gouvernement, normalement, les médias font toujours pas mal de choses, et elle est invitée un peu de partout. Et là, j'ai trouvé peu d'éléments, peu de critiques. J'en ai relevé 3, exactement, il y en a un petit peu plus. Il y en a 4 ou 5 que j'ai pu relever. Et on en a 2 déjà, hein, qui ont été réalisés pour se foutre de la gueule de Marlène Schiappa. Hein, regardez par exemple Marianne, le 1er juillet, hein, écrit des robes qui disent baise-moi, on a essayé de ne pas se moquer de scandale de Marlène Schiappa. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de quoi se moquer, attention, hein, on va y venir. Mais pour vous dire que la majorité des critiques qui ont pu être faites, des articles qui ont été publiés autour de ce livre, c'est essentiellement pour se foutre de la gueule du livre et ne pas le prendre au sérieux. Hein. Slate fait un article assez marrant où ils écrivent une critique très premier degré, mais qui est très ironique, qui s'appelle « Scandale, le roman total de Marlène Schiappa ». L'ex-secrétaire d'État promettait une romance torride entre une ministre de l'Intérieur en quête de sens et un basketteur érudit, et si le texte était plus profond qu'il n'y paraît. Donc c'est de la vanne. Mais on a quand même une critique, celle de Libération, très intéressante, sortie le 29 juin, qui s'appelle « Avec scandale, Marlène Schiappa cherche job avec petit personnel désespérément ». Et pourquoi je vous parle de cet article? Parce que c'est le seul que j'ai trouvé, avant ce que je vais vous proposer maintenant, c'est le seul que j'ai trouvé qui prend au sérieux ce livre, qui le lit au sérieux, à la fois l'histoire, donc on va dire sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce que c'est un vrai roman à tiroir. Marlène Schiappa a caché beaucoup de choses là-dedans. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en tant que lecteur. Et c'est ce qui a rendu la chose passionnante. Et d'ailleurs, Marie-Ève Lacasse, qui écrit la chronique sur Libération, écrit cette phrase, gardez-la bien en tête parce qu'elle va être importante tout au long de la séquence qui va suivre. Marie-Ève Lacasse écrit les livres publiés par les politiques, même s'il s'agit de romans, sont des projets professionnels en actes. Et c'est très important. Alors, déjà, ce roman, il faut en parler. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est assez basique, c'est assez simple. On suit les pas de Jasmine Paci, ministre de l'Intérieur, qui, dans le cadre de sa profession, va se rendre aux États-Unis pour un déplacement professionnel, hein, un déplacement dans le cadre de sa mission de ministre de l'Intérieur. Et elle va faire la rencontre de la star française de la NBA qui s'appelle Parker St. James. Hein, donc elle a tout mis. Hein. Au départ, ça devait être LeBron, Parker, St. James, O'Neal. Elle a dit non, Parker St. James. Et qui est la star française, hein, de la NBA.
Et là, patatras, elle va le voir enlever son maillot, il y a de la sueur, il y a de la levrette. Voilà, c'est un petit peu la continuité, mais il va y avoir des manigances politiques qui vont nuire à Jasmine Paci parce que, pour vivre son amour secrètement, elle va rentrer en France, puis retourner aux États-Unis dans le dos de tout le monde, dans le plus grand des secrets, et il va se passer une manipulation politique qui va se retourner contre elle. Alors, je vous divulgage, je spoil, comme on dit, mais comme on disait aussi en latin à l'époque, au IVe siècle, on s'en branle. Voilà, parce que je vous raconte l'histoire, je vais devoir vous spoiler, je vais devoir divulgacher pour tout ce que je vais vous dire après. Donc, on n'a pas eu une très belle promo pour ce bouquin. Ce qui est étonnant, parce que vous avez vu, par exemple, Jean-Michel Blanquer a sorti son nouveau livre où il balance sur la Macronie, les rats quittent le navire, comme on dit, et il est un peu de partout. Il y a des articles de partout, on se régale. Et Marlène Schiappa a eu une grosse séquence chez Hanouna, sans grande surprise, où ils ont parlé de son bouquin. On a eu la chance de pouvoir l'entendre nous présenter, petit extrait. Temps déjà. Mais c'est vrai, je vous en ai parlé, et voilà, vous m'avez d'ailleurs donné quelques petits conseils. Si on peut le dire. Franchement, vous et Lionel aussi. Lionel Stan. En fait, c'est lui qui a choisi la couve. J'hésitais entre rose et rouge. Et il m'a dit rose, ça cartonne, c'est glam, c'est beau. Bon, la séquence va être pénible déjà, donc je peux pas tout vous infliger non plus. Mais voilà, c'est la seule grosse promo vidéo qu'il y a eu pour ce livre. Après, elle a fait 2 podcasts. Si vous tapez Marlène Schiappa sur YouTube. On n'a pas grand-chose. Un podcast chez Conversation avant la fin du monde, c'est ici. Et sinon, c'est que des trucs chez Hanouna, dans la grande majorité. Alors, on va avancer. On va avancer un petit peu parce qu'on va décrypter, on va faire une vraie critique littéraire. Une vraie critique littéraire de ce livre. Déjà, sur la forme, on va dire, ce qu'on retrouve, et puis après sur le fond. On va creuser, je vais vous expliquer pourquoi c'est un roman à tiroir, pourquoi il se cache pas mal de choses là-dedans. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que Marlène Schiappa signe le livre de son nom, ce qui n'était pas le cas à l'époque où elle écrivait des chefs-d'œuvre comme Les filles bien n'avalent pas, Oser l'amour des rondes, ou encore Sexe, mensonge et banlieue chaude, ça n'est pas une blague, je vous invite à vérifier. À l'époque, Marlène Schiappa signait de son nom de plume Marie Minelli. Maintenant, elle assume. Et ça, c'est bien. Elle assume parce que on retrouve tout ce qu'on aime dans les livres de Marlène Schiappa. Dans ce scandale, on le retrouve. Déjà, ce qui est chouette, c'est que la médiocrité est assumée. C'est ce qu'on aime. Marlène Schiappa assume son nom de famille, elle assume sa plume. C'est nul, mais on y va. Et ça fait plaisir. À l'heure où les politiciens écrivent de plus en plus, voilà, au moins elle assume que c'est affligeant, mais voilà, elle y va plein badin. Donc par exemple, quelques petites pépites que je vous ai notées. Page 12, elle écrit, donc c'est écrit à la première personne. Donc c'est Jasmine Paci, qui est le double littéraire de Marlène Schiappa, on y viendra, vous allez voir. Il n'est aucun conflit qu'un bon repas ne puisse régler, disait je ne sais plus qui. Talleyrand, je crois, mais je n'ai pas le temps de vérifier aujourd'hui. Voilà, c'est ce genre de petite pépite qu'on peut avoir, sachant qu'il y a une séquence dans la vidéo qui suit, là, que je vous présente, où il y aura la séquence pépite. Donc tout ce que je vous dis, c'est pas le mieux encore. Non, c'est énorme. Il y a un truc qui est très américain dans la construction de cette vidéo. Page 43, par exemple. Je vous lis parce que j'ai le livre sous les yeux, ça fait Bernard Poivreau plutôt dans le thème. Tu vois, j'ai pris mes petites notes. Nous avons traversé Paris en moins de temps qu'il n'en faut pour poster une story sur Instagram. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on aime. Page 60 ou 61, par exemple, on peut avoir donc Jasmine Paci et elle va aux États-Unis dans le cadre de sa visite. Et là, elle est quand même ministre de l'Intérieur, donc on imagine, il y a un standing, il y a quelque chose. Elle va pas en vadrouille avec ses copines pour s'acheter des strings et autres pièces de lingerie. Bon voilà. Page 60. Qu'est-ce qu'elle fait, Jasmine Paci, à New York avec des membres de son cabinet? Nous remontons la 44e avenue, évoquons le 11 septembre, Sex and the City, les tournages de Friends et du Parrain. Nous baladons dans Central Park jusqu'au lac, où les New-Yorkais promènent leurs chiens, font du yoga du rire ou amènent leurs enfants gambader. Nous nous asseyons sur les marches du Met, comme si nous étions dans Gossip Girl, marchons encore jusqu'à la librairie Barnes & Nobles, où nous dévalisons les rayons de développement personnel, amusés par les titres comme « Why Men Prefer Bad Bitches », qui veut dire pourquoi les hommes préfèrent
Aurore Berger. Donc, voilà le genre de petites pépites hein, qu'on peut avoir. Alors, on continue à creuser un petit peu, on va dire, à la surface des choses. Et encore, si j'ose dire, vous allez comprendre. Parce que qui dit Marlène Schiappa dit Marie Minelli. On ne se refait pas. Hein. Là, on est encore sur le fond, hein, sur les belles tournures, si vous voulez, de ce bouquin. Et Marie Minelli, disons que c'est le masque et la plume. Hein, mais on ne sait pas quoi et où. Donc, Marlène Schiappa, elle est là. Elle nous fait ce qu'elle aime, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que ça chauffe. Il y a des bruits de claquement. Voilà, si j'ose dire, les chairs claquent contre les chairs. En gros, ça baise. Voilà, hein, disons-le comme ça. Je vous ai noté quelques passages parce que ce qui est bluffant dans ce livre, et vraiment ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que tout est nul. Mais avec une forme de linéarité qui frise vraiment le génie. Parce que, à la rigueur, bon, l'histoire est pas dingue. Ça, c'est pas grave, c'est pas forcément ce que j'aime lire, mais pourquoi pas. La rédaction, de manière générale, le style, il n'y a pas de style. Voilà. Bon, c'est pas grave, tu vois. J'ai déjà lu des annuaires, j'ai déjà lu des notices de médicaments, donc ça va, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que Marlène Schiappa, tu l'attends sur les scènes érotiques. Je sais pas, c'est comme Manuel Valls, tu l'attends sur l'opportunisme. Tu sais, il y a des figures imposées, tu vois. Et bien, même les scènes de cul sont nulles. Et ça, c'est extraordinaire. Et je voulais vous en faire lecture, parce qu'il n'y a pas que moi qui va, évidemment, subir tout ça. Donc là, attention, là, c'est très chaud. Là, c'est très, très chaud. Je vais vous dire des trucs, c'est hot. C'est clairement hot. Donc, si vous n'aimez pas trop ça, bouchez-vous les oreilles, bouchez-vous globalement tous les orifices, parce que là, ça envoie du bois. Donc là, Marlène Schiappa nous raconte l'histoire d'amour entre Jasmine Paci et un certain JBP, Jean-Baptiste Ponto, je crois, quelque chose comme ça, qui est le présentateur vedette de la matinale, qui a une émission, et malheureusement, je vous jure que tout cela est vrai. L'émission s'appelle, bougez pas parce que je l'ai noté, ça ne peut pas s'inventer ce genre de choses. Attendez, voilà, je vous lis, page 18. Le présentateur de la matinale télévisée la plus regardée de France, qui s'intitule donc JBP prend la France d'en face, à 8h20 tous les matins. Sacré programme. Donc, Marlène Schiappa nous raconte l'histoire d'amour entre son personnage, son double littéraire, Jasmine Paci, ministre de l'Intérieur, et le présentateur vedette, ce qui nous montre toutes les accointances entre le monde politique et le monde des médias, cet immense lupanar que sont nos élites, mais on en reparlera tout à l'heure. Et là, scène de cul. Là, attention. Il m'avait retourné, afin de me caler contre le mur debout, dos à lui, et avait écarté ma culotte d'un doigt, avant de me pénétrer vigoureusement d'un coup de hanche sans même me déshabiller. Nous avions joui en même temps, 4 secondes à peine avant l'entrée de la rédactrice en chef dans ce couloir, et j'en fus la première surprise, entre parenthèses, de jouir aussi vite, pas de l'arrivée de la rédactrice en chef, quoique, parce qu'il y a des petites vannes, les didascalies, prend sa Molière. Donc, autre séquence que je voulais absolument vous lire sur le côté un peu hot, un peu caliente de l'ouvrage. Page 132, donc on est toujours dans une scène de gros huc. Sa langue tournoie autour de mes lèvres. Sa salive coule à l'oreille de ma bouche et je l'avale immédiatement. Les malheurs de la soif dans le monde. Elle a un goût salé. Je trace sa mâchoire et de son cou avec mes lèvres, sa respiration s'accélère. La mienne aussi. Assoiffé de désir, il baisse la tête vers ma bouche, lentement. Sa main sous ma jupe remonte encore, délaissant mes dessous, et caresse désormais le haut de mes cuisses. J'ai oublié le monde autour de nous. Franchement... les liaisons dangereuses, c'est la Redoute à côté. Non, vraiment, moi j'ai pris une claque sur le cul, mais j'ai pris une claque. Et autre scène, après on arrête parce que je ne vais pas tout vous faire non plus, si j'ose dire. C'est quand même écrit en 2024. Donc il y a le respect, il y a le progrès, il y a le consentement. Et ça, c'est important. Il y a une scène de cul à un moment donné, et c'est très intéressant parce qu'on comprend tout l'engagement de Marlène Schiappa. C'est un livre où on se dit non, mais c'est n'importe quoi. Non. Il y a une démarche.
si vous voulez, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Marlène Schiappa. Parce qu'à travers le récit qu'elle nous fait de ses chairs qui claquent, elle n'oublie pas de mentionner le nécessaire respect du consentement. Et ça engage le livre dans une démarche qui le dépasse complètement. Page 135. J'en veux davantage. Il le sent. Il me jette un coup d'œil pour me demander mon accord et je hoche la tête. Il esquisse un sourire et commence à me lécher. Voilà, parce que tu as vu puis le jeu sur les sonorités. C'est quasiment du Nougaro. Allez, une petite dernière parce que c'est dommage de s'arrêter en chemin. Celle-là, je l'aime bien parce qu'on a en plus quelque chose qui me rappelle. Alors, que je suis allongé sur le ventre. Il se glisse sur moi. Sa main entre mes cuisses semble aller chercher de quoi se lubrifier. Eh oui, désertification des pharmacies. Il met sa main devant ma bouche et me dit « Crash ». Et là, voilà, c'est extraordinaire, c'est énorme. Alors, on va calmer le rythme un peu parce que je vois tout le monde qui commence à baisser les braguettes. On va commencer à bosser sérieusement. Là, je vous ai mis en appétit avec ce qu'on peut trouver voilà, de caliente sur la forme de ce bouquin. Là, on va avancer. Là, on va avancer parce qu'il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, les scènes de sexe, globalement, sont assez restreintes dans le bouquin. On en a peut-être 5-6. Faut pas déconner. Faut pas déconner non plus. C'est pas le plus important. Et on va commencer à creuser sérieusement parce qu'il n'y a pas que des vannes. C'est pas que du lol, j'ai envie de vous dire. On va avancer, parce que ce bouquin est un journal intime déguisé. Et c'est là où ça devient intéressant. Déjà, pour vous montrer à quel point ce livre est la transposition du réel de manière à peine déguisée. Jasmine Paci, pour moi, comme disait Flaubert, Bovary, c'est moi, je pense que Marlène Schiappa pourra déclarer un jour « Jasmine Paci, c'est moi ». Et là, c'est énorme. Parce qu'on se demande par moments si c'est un roman ou un meeting de campagne ou quelque chose d'assez curieux, comme elle le dit elle-même. Par exemple, sur la base même de l'histoire, on sait que Marlène Schiappa est tombée amoureuse en allant aux États-Unis. Je vais vous en parler là-dessus. C'est sur ce point-là que repose le potentiel scandale que je vais essayer de vous démontrer. Mais on a beaucoup d'allers-retours, si vous voulez, entre le réel et la fiction. En l'occurrence, la ministre de l'Intérieur dans ce bouquin part aux États-Unis, rencontre cette célébrité du basketball et tombe amoureuse de lui. Il y a beaucoup de ponts. Et d'ailleurs, Marlène Schiappa le dit elle-même, regardez ce qu'elle nous disait chez Hanouna. Comment vous avez eu l'idée de cette histoire ? Bah alors, il faut dire que moi-même, je suis partie à New York et je suis tombée amoureuse à New York alors que j'étais ministre. Et donc, Isabelle Saporta, qui était la patronne de Fayard, qui est une copine, m'a appelée l'été dernier en me demandant si ça m'amuserait d'écrire une comédie romantique dans laquelle une ministre rencontre un basketteur à New York et tombe amoureuse. Je lui ai dit oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi des complots, un peu une intrigue politique, des rebondissements, des voyages, et voilà. Notez bien tout ça. Notez bien ce qu'elle vient de dire parce que c'est très important. Sur la chronologie des événements, on y reviendra. Donc, Marlène Schiappa le dit clairement, ce livre fait écho à ce qu'elle a vécu. Et d'ailleurs, même dans le livre, il y a des éléments qui sont dingues. Par exemple, page 23, autre élément à bien garder en tête, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, Jasmine Paci explique qu'elle est en couple avec quelqu'un, elle est mariée avec quelqu'un, et elle le désigne comme un mari de papier travaillant à la Communauté européenne à Bruxelles. Et Marlène Schiappa rajoute dans la bouche de son personnage, si j'ose dire, jouer les épouses modèles pour les médias alors que je suis sur le point de finaliser mon divorce et que je ne dors plus avec Nico depuis environ 4 ans ne me perturbe pas. Là encore, notez bien l'élément. Notez-le sur un paplard parce que ça a toute son importance. Autre élément où on comprend que c'est Marlène Schiappa qui parle, page 31, elle fait parler son personnage qui dit « J'ai préféré nommer une femme à compétences égales, de surcroît issue de la diversité, dans un univers de mâles blancs de plus de 50 ans. » C'est du Schiappa. Page 45-46, son personnage dit, elle explique un peu la violence en politique, et son personnage dit « Quand 40 protestataires essaient d'enfoncer la porte de chez moi à 1h du matin pendant que Théo dort. » Théo, c'est son fils. 40 protestataires à 1h du matin, bah tiens. La nuit de vendredi à samedi, j'étais endormie. Chez moi, il y avait mon mari, mes 2 filles et une amie de ma fille cadette qui était venue passer le week-end avec nous au Mans. Nous avons été réveillés peu avant environ 1h du matin par une quarantaine de gilets jaunes en furie sous nos fenêtres en train de... C'est exactement la même chose.
ce qui s'était passé dans la vraie vie de Marlène Schiappa en mai 2019. Elle avait dénoncé 40 protestataires, en l'occurrence des Gilets jaunes, à 1h du matin. Donc, on voit qu'il y a des ponts qui sont clairs, qui sont factuels. Et il y a plusieurs éléments comme ça, vraiment plusieurs éléments comme ça, les amis, que Marlène Schiappa glisse dans le livre. Donc, on voit que tout se confond. Le réel se confond, son personnage est très clairement, on y reviendra, une projection de Marlène Schiappa dans un monde politique où elle est ministre de l'Intérieur. Alors, on a aussi d'autres éléments sur ce besoin qu'a Marlène Schiappa de faire peuple. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez elle, ce besoin de faire peuple, de raconter l'histoire qu'elle vient du peuple, qu'elle machin. Le personnage, c'est pareil. Page 12, elle nous dit « Au début, je préférais aller m'acheter des sandwichs, incognito à la boulangerie du coin. J'éprouve en permanence un sentiment de décalage avec mon environnement. » Page 14, « L'entre-soi préserve, dirait un observateur avisé. Rien de commun avec le petit café de village tenu par mes grands-parents. Ces piliers de comptoir qui refont le monde en se prêtant le journal du jour. Ces effluves de pastis, ces tintements de flipper. » Il y a vraiment écrit le journal du jour. Ça, c'est pas moi, ça, c'est le style. Page 40, « En tant que provincial venu d'un petit village. » Page 23, ça. Page 40. Une ministre qui a grandi dans une famille pauvre d'indépendantistes basques. Ah oui, parce que je ne vous ai pas expliqué. Le père de Marlène Schiappa, dans la vraie vie, s'appelle Jean-Marc Schiappa, qui est un historien du communisme reconnu d'ailleurs, qui a écrit des bouquins là-dessus, qui est reconnu, qui est un activiste communiste. Et ben dans le bouquin, le père du personnage est un indépendantiste basque. Là encore. Après, on avance pour vous dire à quel point ces ponts sont clairs et assumés. Page 13, le personnage Jasmine Pachi nous dit « Certains ministres ont déjà perdu leur poste au motif, certes ubuesque, du contenu de leur assiette. » Donc, on pense évidemment à l'affaire François de Rugy, l'affaire des homards, vous vous en rappelez. Marlène Schiappa nous dit ce qu'elle en pense dans la bouche de son personnage. Page 149, dans le livre, dans le roman, on nous parle de la papesse, je cite, la reine des agences de paparazzi en France. Vous savez comment elle s'appelle dans le bouquin? Lily Manchard. Si ça ne vous rappelle pas Mimi Marchand, je peux rien pour vous. On a plein de choses comme ça. Page 156, tu vois. On a autre chose sur... bon, ça, à la limite, bon, ça, on s'en branle, pas très intéressant. Sur la fin du sacerdoce en politique, c'est pas très brillant. On a page 209, par exemple. Ça aussi, ce qui peut être un aveu, mais bon, c'est suspect. Page 209, le personnage dit « Le passeport diplomatique que personne n'a pensé à me réclamer ». Bon, peut-être que c'est le cas de Marlène Schiappa, il faudrait creuser. Et avant d'avancer encore un petit peu, les amis, j'ai quelques pépites. J'ai quelques pépites, vraiment avec des phrases. Je vous les lis à la volée, parce que là, on touche à la grande littérature. Là, on commence à se régaler. Là, on commence à être bien. Qu'est-ce que j'ai, par exemple? Page 14. Et bon, on y reviendra aussi, celle-là. Un cortège ministériel arrêté, c'est un cortège ministériel en danger, répète souvent Kevin, mon chef de la sécurité. En vérité, il ne s'appelle pas du tout Kevin, mais j'ai tellement regardé Bodyguard avec ma mère dans mon enfance que pour moi, tout garde du corps canon s'appelle forcément Kevin, comme Costner. On continue, je ne commande pas au milieu, vous vous démerdez. Page 21. Elle nous parle de la ministre de l'Intérieur qui a porté, après un passage remarqué au ministère de l'écologie, où elle a porté la loi genre et climat. Ça, poubelle jaune et bite sur le front, je ne sais pas trop comment ça marche. Page 33, une autre petite pépite, tu vas voir. On est où? Ah oui, alors celle-là, elle est rock'n'roll. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Dans le livre, le Premier ministre... on a un personnage politique qui s'appelle Arthur Piémont-Gallois, qui est décrit comme le ministre qui monte. Et donc il y a une sorte... Parce qu'il y a bon, faut aussi en parler de ça, je n'osais pas trop vous le dire pour pas vous impressionner dans mon analyse, mais il y a un jeu des formats, ce qui est assez brillant. Voilà, depuis le 19e, c'est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire que par moment, Marlène Schiappa intègre dans son livre des articles de presse, des dépêches. Et donc là, on a vraiment la volonté d'éclater son récit en jouant avec les formats, en jouant habilement, si vous voulez, avec cela, et j'ai trouvé ça brillant. Et dans le bouquin, Arthur Piémont-Gallois, il est décrit comme, de manière pas du tout cliché, évidemment, à tout juste 32 ans, Arthur Piémont-Gallois a tout pour lui. Jeune, beau, intelligent, ce diplômé de Yale et de Paris-Dauphine a derrière lui une carrière dans l'humanitaire en Afrique où il a aidé à construire des puits pour que les enfants aient accès à l'eau potable.
Le Premier ministre a exercé avec un handicap visible. Chacun sait qu'il est aveugle et se déplace avec une canne blanche. D'accord, bon, Premier ministre aveugle, ça pour le coup, on ne sait pas qui c'est. Parce que des aveugles au gouvernement, au sens symbolique du terme, il y en a une pelletée. Mais ce qui est brillant, il est aveugle. Page 33, on te le dit, d'accord? Et page 40. C'est pas loin, la page 40. Sincèrement, elle a pu l'écrire le même jour, à mon avis. Peut-être même la même heure. Page 40, concernant le même personnage, dans une scène de dialogue ciselée. On nous dit, Arthur, donc Piémont gallois, l'homme politique, impassible comme toujours, yeux mi-clos, semblant perdu dans le vague. Ah, il est aveugle. Les yeux semblants perdus dans le vague. Non, ils sont paumés dans le vague, les yeux, depuis un bout de temps, de toute façon. Il a éteint les néons, il n'y a plus une rampe qui fonctionne. Donc, extraordinaire. Page 67, j'en ai une autre. Là, c'est les pépites. Là, c'est le mieux. C'est le mieux du livre. Ah oui, voilà. Et là, je pense que c'est une véritable projection de Marlène Schiappa, qui, à mon avis, considère avoir un niveau qu'elle n'a pas. Et son personnage, c'est béton. Regarde. C'est son personnage qui parle, Jasmine Pachi. Quand je pense que j'ai un doctorat en langue morte, que j'ai soutenu une thèse intitulée « L'influence du champ lexical de la géopolitique régionale chez les Étrusques à travers les siècles » et que je me retrouve à devoir crier « Youhou » à un match de basket. Attends, il m'en reste encore 74. Regarde. Non, 74, c'est pas très drôle. On va aller à 206, c'est ma préférée. Je vais me la faire tatouer sur la couille. Page 206, regarde. Celle-là, elle est belle. Vous allez voir. Elle est très très belle. Les enfants ont-ils besoin de savoir comment leurs parents se comportent dans l'intimité? Même s'il est majeur, qui suis-je pour lui infliger d'être témoin d'une scène qui risquerait de le marquer à vie? J'ai l'impression d'être dans une chanson de Sherifa Luna. C'est écrit, hein, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Ça, c'est dans toutes les bonnes librairies. Hein. Moi, je l'ai acheté chez Leclerc, d'ailleurs. Rayon charcuterie. Donc, voilà. Mais, voilà pour les pépites, les amis. Alors, on commence à rentrer dans le livre. On commence à rentrer dans le thème. J'avais quelques mots d'analyse générale que je peux vous proposer, mais tout est dit et le plus intéressant n'est pas là. On va vite aller sur le gros scandale parce que, globalement, je vous l'ai dit, ce livre est à prendre au sérieux. Pour moi, on est sur un vrai livre. Repensez à la phrase de la journaliste de Libération. C'est un livre clair, c'est un livre sérieux, où il y a une véritable projection avec une confusion volontaire entre réel et fiction. Ça, c'est clair. C'est un trait commun au bouquin, en tout cas au roman de fiction, au roman écrit par des politiciens. Donc ça, c'est clair. D'ailleurs, Marlène Schiappa l'assume elle-même, toujours dans l'interview chez Cyril Hanouna, à 5 minutes 30. J'ai noté le petit timecode parce que je suis quelqu'un de sérieux. On peut essayer de reconnaître justement. Elle nous dit ceci, regardez. On s'interroge et on se dit, est-ce que là, c'est un miroir, pas un miroir? Est-ce qu'elle raconte des choses qu'elle a vues et elle les transpose sur quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ben, c'est un mélange de tout ça, Valérie. Bravo. Il y a un petit clin d'œil à chaque chapitre et on peut essayer de reconnaître justement qui sont les personnages. Mais comme toutes les personnes qui écrivent des livres, et vous aussi vous en écrivez, d'ailleurs, félicitations pour le beau succès de votre livre sur les tueurs en série et les femmes. C'est extrêmement passionnant, j'ai adoré. Merci. Bref, je referme la parenthèse. Je voulais dire que comme toutes les personnes qui écrivent des livres, en fait, on s'inspire de choses qu'on a vues, de personnes qu'on connaît et on mélange tout ça et ensuite on en fait quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est une manière aussi de passer des petits messages et d'essayer de décrypter un petit peu les pièges, les complots. C'est aussi une petette enquête pour le lecteur. Voilà, donc elle assume clairement. Donc c'est pour ça que moi j'écoute Marlène Schiappa, je l'écoute au premier degré et je la suis dans cette voie-là, de dire que dans ce bouquin, il y a du vrai, il y a du faux, et qu'elle a semé volontairement des éléments de vrai pour une petite enquête, comme elle dit, à proposer pour le lecteur. Alors déjà, ce qui est très intéressant, pour quelques éléments d'analyse, quelques volets d'analyse, rapidement, déjà c'est le rôle de la femme. Premier volet que je voulais vous proposer, c'est écrit par Marlène Schiappa, donc si vous voulez, qui ferait passer Simone Veil pour une pompe à vélo, la féministe, la néo-féministe absolue, qui est Marlène Schiappa, omniprésente, prête à se prendre la tête avec Jean-Claude Van Damme, qui a osé l'interpeller, enfin lui couper la parole, donc pour vous dire où on en est. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que
c'est l'inverse de ce à quoi Marlène Schiappa nous a habitués. Son père, donc le personnage du père est très présent, encourageant, mais un peu gênant politiquement parce que c'est un indépendantiste basque. Donc elle l'aime bien, il est sympatoche, mais il faut pas trop en parler. La daronne de Jasmine Pachi est complètement concon et elle est accro à la chirurgie esthétique. Le mari de Jasmine Pachi est absent, mais plutôt bienveillant. Il vient l'aider alors qu'elle l'a clairement trompé avec le basketteur. Dans le livre, seuls les personnages féminins ou presque trahissent. On pense par exemple à Sabrina Benboudaoud, qui est la conseillère de Jasmine Pachi, qui l'a trahi et qui est à l'origine du complot qui va se retourner contre Jasmine Pachi. Et d'ailleurs, pour ne pas faire de l'ombre à, on va dire, à l'hétérosexualité dominante de Jasmine Pachi, Sabrina Benboudaoud est lesbienne. Donc voilà, traîtresse et lesbienne. Au moins, ça dégage. Et ce qui est passionnant vraiment dans cette vision d'une femme indépendante, d'une femme forte, c'est que Jasmine Pachi, ministre de l'Intérieur, on imagine habituée à gérer son sang-froid, elle fond les plombs complètement dès qu'elle voit un biceps avec de la transpiration. Hein, la scène où le basketteur enlève, rien que d'en parler, j'ai une demi-molle, la scène où le basketteur enlève son t-shirt, la ministre de l'Intérieur est là, elle en peut plus. Là, Clément, au niveau des pieds, bon, c'est extraordinaire. Donc, pour te dire, tu vois, la vision de la femme qui perd tous ses moyens à la vue d'un biceps, c'est extraordinaire. On est vraiment dans le féminisme, on est dans tout ce qu'on aime. Hein. Donc pour vous dire qu'il y a une inversion très intéressante, si on fait de la psychologie à 2 balles, mais on va s'y risquer un petit peu, c'est marrant de voir que Marlène Schiappa, néo-féministe convaincue, toujours prête à sermonner le premier venu sur les bons comportements à avoir et les bonnes réflexions à avoir dans la tête, ben là, c'est tout l'inverse. Tu lui laisses un petit peu de liberté, elle t'écrit des dingueries où effectivement le féminisme est rangé à la cave. Donc c'est très intéressant de se dire que finalement dans ces projections fantasmées, Marlène Schiappa imagine tout l'inverse. À part la scène de consentement, crache-moi dans la main que je te lubrifie les soupapes. Donc c'est quand même extraordinaire. Deuxième volet, et là encore que je trouve encore plus intéressant, c'est que Marlène Schiappa nous offre une leçon, on en parlait tout à l'heure, une leçon de sociologie de la bourgeoisie chai latte. Comme ça que je vous ai appelé le truc, c'est que dans les premières pages, on apprend que la boisson préférée de Jasmine Pachi, c'est un chai latte au Starbucks. C'est quand même super original. Et il y a des choses très intéressantes, parce qu'on retrouve ces éléments pour faire peuple, que je vous lisais tout à l'heure, des éléments pour faire peuple, où le personnage veut montrer qu'il a des grands-parents originaires, qui avaient un petit café, qui avaient un truc comme ça, comme Marlène Schiappa, qui explique à qui veut l'entendre qu'elle est originaire de Corse, alors qu'elle a dû foutre les pieds une fois là-bas en vacances. Enfin, c'est assez extraordinaire. Cette volonté de faire peuple, mais qui en vérité est complètement galvaudée, complètement cosmétique et complètement mensongère. Parce que, pour vous dire, dans le livre, et là encore pour moi on est absolument dans les ponts entre réel et fiction, le personnage de Jasmine Pachi a 2 personnes qui travaillent avec elle, deux mecs, qu'elle appelle Edgar et Gaston, et elle fait tout un paragraphe pour nous expliquer qu'elle n'arrive pas à savoir qui est qui et qu'elle s'en fout. Donc pour vous dire, le rapport au petit personnel, ce fameux garde du corps qu'elle appelle Kevin, alors qu'il ne s'appelle pas Kevin, on apprend vers la fin du livre qu'en fait, il s'appelle Mourad. Donc, et là, je le tiens de la chroniqueuse de Libération qui l'écrit dans son papier, la phrase est parfaite, elle dit « Ce fantasme petit bourgeois du sauveur arabisant ». Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. C'est vraiment une leçon de sociologie de cette bourgeoisie cette bourgeoisie mondialisée qui va boire des chai latte chez Starbucks et qui perd ses moyens au moindre garde du corps arabisant qu'on va quand même appeler Kevin pour pas trop faire banlieue, mais il y a un truc un peu excitant dans cette figure-là. Donc je reprends les termes de la chroniqueuse de Libération. Et aussi sur cette détestation du petit peuple. C'est écrit textuellement, à la fin du bouquin, il y a une scène, ça se passe le 14 juillet, alors que Jasmine Pachi a quitté son poste au ministère de l'Intérieur, et on apprend que, donc on est à la tribune du 14 juillet, la tribune présidentielle, et Jasmine Pachi est reléguée au dernier rang parce que elle n'est plus en poste, elle s'est faite dégager. Et là, Schiappa écrit qu'elle est reléguée, je cite, entre le stagiaire du service courrier du secrétariat d'État chargé des rivières et des eaux douces à gauche et le neveu du fournisseur de baguettes du secrétariat à ma droite. Et elle rajoute quelques lignes plus loin que Parker St. James, le basketteur, dans une scène mais sidérante qu'on a hâte de voir produite par Netflix, arrive devant la tribune et vient la chercher. Il vient la chercher pour la ramener vers les premiers rangs. Et là, Marlène Schiappa écrit « C'est Orphée qui vient chercher Eurydice aux enfers ». Donc être assis à côté du petit peuple,
c'est ce que Marlène Schiappa décrit dans son bouquin comme les enfers. Donc, on est pas mal. Et là, on est absolument dans cette sociologie petite bourgeoise de tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime, on joue à faire peuple, mais en vérité, voilà la réalité, la projection réelle de ce que pense Marlène Schiappa là-dedans. Et puis, on peut aussi voir un parallèle, mais il y a plus savoureux après, entre le complot qui est fomenté, comme quoi le complotisme existe, contre le personnage de Jasmine Paci. Dans le bouquin, hein, il y a tout un complot avec une fausse affaire qui est montée contre elle pour qu'elle se fasse dégager. Impossible de ne pas penser à l'affaire du fonds Marianne, qui a fait tomber Marlène Schiappa, évidemment. Mais on a peut-être autre chose. Parce que on arrive à la deuxième grande partie de cette vidéo, les amis, et j'ai envie de vous poser la question de savoir si l'affaire du fonds Marianne n'était pas un contre-feu pour peut-être un peu plus gênant. Et là, on arrive dans la séquence de l'inspecteur milieu, et je vais tout vous expliquer. Suivez bien. Il y a des dates, ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous avez voté Hidalgo, accrochez-vous, ça peut le faire, mais ça va être un petit peu tendax. Alors, on va se plonger dans la chronologie, les amis, si vous êtes prêts. Tout commence avec un article de Paris Match, en date du 1er mars 2023. Okay, cet article nous explique le coup de foudre à Manhattan de Marlène Schiappa avec un certain Mathias Savignac, qui est le patron de la MGEN, l'une des principales mutuelles françaises. Cet article, il est complet, il nous explique comment ils se sont rencontrés, quand, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, c'est mignon comme tout. Marlène Schiappa a divorcé, on a toutes les infos et on va remonter le fil. Parce qu'il y a une couille dans le pâté, comme on dit, il y a des légers problèmes dans la chronologie. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que cet article de Paris Match ressemble férocement à une campagne de presse, à une campagne de communication, parce que vous avez Madame Figaro, qui est complètement un autre journal, qui n'est même pas détenu par le même groupe que Paris Match, qui reprend exactement les mêmes éléments. Vous avez exactement les mêmes éléments, ça cite Paris Match, on a tout pareil, jusqu'aux tournures de phrases, on a tout pareil. Et même chose pour un article d'un autre média, mais on a l'impression, si vous voulez, d'une campagne de com qui est mise en place à ce moment-là, donc en mars 2023, pour annoncer la nouvelle histoire de Marlène Schiappa. Alors, j'ai remonté l'histoire pour vous. Parce que cette histoire avec le Mathias Savignac, je me suis dit, bon, bah, après tout, c'est sa vie perso, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Il y a quelques petites ressemblances. Paris Match nous dit, je cite, Mathias Savignac a commencé sa carrière comme basketteur de compétition. Tu dis, bah, tiens, comme le bouquin, c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, on remonte le temps, on remonte la chronologie, elle est toute bête. 13 décembre 2022, Mathias Savignac tag Marlène Schiappa sur un post Twitter. C'est celui-ci de post. En l'occurrence, il fait une déclaration à l'ONU dans un sommet qui se tient à la mi-décembre 2022. Marlène Schiappa est conviée en sa qualité de secrétaire d'État à, je vais vous le rappeler le titre exact pour ne pas dire de bêtises, attendez, elle est secrétaire d'État. Tu vois, je l'avais pas dans ma tête. Secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc en cette qualité-là, Marlène Schiappa est invitée à l'ONU et c'est là que se rencontrent les deux tourtereaux, comme nous dit Paris Match. Donc on est autour du 13 décembre. En tout cas, le fameux tweet dans lequel Mathias Savignac tag Marlène Schiappa, le fameux tweet, il est là. C'est celui-là, c'est cette intervention. Bon, d'ailleurs, on notera que Marlène Schiappa, je ne pourrais pas la taguer moi-même, je suis bloqué. Ça appartient à l'histoire. Ça, c'est le 13 décembre 2022. OK. Le 1er mars 2023, c'est l'annonce dans Paris Match, le fameux article dont je vous parlais. Et là, on a tout. On apprend tout. On apprend que Marlène Schiappa a rencontré son nouvel amoureux mi-décembre. On apprend qu'elle a demandé le divorce, donc en moins de 3 mois. Et on apprend tous les détails de pourquoi, de comment et tout ça. OK. Le 3 mars 2023, rappelez-vous, Marlène Schiappa abandonne ses missions. En tout cas, certaines de ses missions, qui en l'occurrence sont en lien avec le travail de son copain, de son nouvel amoureux. C'était le 3 mars 2023, on a l'annonce, rappelez-vous, comme il y a un risque de conflit d'intérêts avec Mathias Savignac, qui est le patron de la MGEN, Marlène Schiappa perd une grande partie de son portefeuille ministériel. C'est Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, qui avait récupéré tout ça. Ça, c'est le 3 mars. Le 29 mars 2023, c'est le déclenchement du fonds Marianne, avec justement le journal Marianne et l'œil du 20h sur France 2 qui rendent public une enquête menée en 2022.
Et le 20 juillet 2023, départ du gouvernement de Marlène Schiappa après le remaniement. Ok ? Sauf que ça tient pas. Sauf que cette histoire ne tient pas, à mon avis. Ça n'est que mon avis. Qu'on soit bien d'accord, je le dis hein, en précaution. Tout ce que je vous dis est une interprétation de ma part, qui repose sur des faits que je vous donne, des sources qui sont disponibles en description, mais je n'affirme rien. Je vous donne les éléments. Cela me semble suspect. Je ne conclus en rien. Je donne les éléments. Il n'y a pas d'accusation, ni de diffamation. Je donne des éléments de ce que j'ai pu lire dans la presse, dans des médias reconnus, subventionnés pour la plupart. Je construis un puzzle qui m'amènera à la conclusion de tout à l'heure, mais je n'accuse pas. Voilà, que ce soit dit, au moins, c'est clair. Alors, le problème, c'est pourquoi ça ne tient pas, ou pourquoi tout ça est suspect. On apprend dans un article d'un site qui s'appelle Care News, qui est une sorte de site d'information, le média des acteurs de l'engagement, hein, il s'appelle comme ça. Dans un article, Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire, pourquoi elle ? On apprend dans cet article, publié le 6 juillet 2022, que, je vous lis la phrase, « Après un exil de 2 mois à New York, Marlène Schiappa devait annoncer la création de son entreprise à mission. » Parce que Marlène Schiappa, donc il y a l'élection d'Emmanuel Macron, qui évidemment doit choisir un nouveau Premier ministre, qui ensuite va reformer son gouvernement. Donc, entre les élections et sa nomination, Marlène Schiappa est retournée dans la nature, entre guillemets. Et on apprend, et d'ailleurs Paris Match en parle aussi, dans le fameux article, Paris Match dit cette ville qu'elle adore, où elle a passé 2 mois seule en 2022 lors de sa brève absence du gouvernement. Entre les deux, Marlène Schiappa part 2 mois aux États-Unis, toute seule. On ne sait pas pourquoi. Sur son compte Instagram, qui est public, effectivement, vous avez des photos qui sont publiées à ce moment-là, en mai-juin 2022, où on la voit, elle explique qu'elle part toute seule aux États-Unis. C'est la première fois qu'elle prend l'avion toute seule. Ok, très bien. Pas de problème. On a envie de se dire, peut-être que c'est pour retrouver son amoureux. Mais non, parce que Paris Match, je t'ai dit, ils se sont rencontrés en décembre 2022. Comme elle part mai-juin, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai continué un petit peu à creuser, parce qu'on a un autre article de Voici, tu vois, celui-ci. Hop, je vais vous montrer. On a un autre article de Voici, c'est le 6 mars 2023, et qui nous dit « Le monde de Marlène Schiappa a été bouleversé il y a quelques mois. » Le monde de Marlène Schiappa a été bouleversé il y a quelques mois lors d'un voyage professionnel à New York où elle s'était déplacée seule. Donc on a cette histoire du voyage où elle devait créer une entreprise à mission, plus ou moins une fondation avec l'ONU, qui apparemment n'a jamais vraiment vu le jour. Aujourd'hui, elle est effectivement à la tête d'une fondation. Enfin, on ne comprend pas vraiment. Mais en tout cas, elle retourne à New York toute seule pendant 2 mois, quasiment 6 mois avant la rencontre et sa belle histoire d'amour. Donc, c'est quand même curieux. Sauf que, parce que moi je me suis dit, quitte à ce que ce livre soit la transposition du réel de manière un peu romancée, comme je vous l'ai démontré, ça veut dire que si on revient à la phrase que je vous ai lue tout à l'heure, dans le livre, Marlène Schiappa fait dire à son personnage, concernant son mari de papier qui travaille à la communauté européenne, le personnage dit « Jouer les épouses modèles pour les médias alors que je suis sur le point de finaliser mon divorce et que je ne dors plus avec Nico depuis environ 4 ans ne me perturbe pas. » Moi, comme un con, bêtement, je me suis dit, s'il y a autant de ponts entre le réel et la fiction, 4 ans, ça veut dire que ils officialisent la rencontre décembre 2022, janvier 2023. Donc 4 ans, on est en 2019. Si on remonte, si ça se tient à ce point. Et le problème, écoutez ce que Cyril Hanouna lui dit sur Touche pas à mon poste, sans aucune réaction de sa part. Marlène Schiappa, vous avez rencontré justement votre compagnon lors d'un voyage à l'ONU, à New York, en 2019. Et c'est ça qui a été c'est ça qui vous a donné envie de... Non mais c'est vrai, Oui, j'avais envie de... Il y avait un coup de foudre, direct coup de foudre. Absolument, il y avait un coup de foudre. Ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai, comme ça, ouais. Pardon ? Pas de réaction. Pas de réaction, absolument aucune réaction sur ce fameux voyage en 2019. Et le problème, c'est qu'on remonte, et je vous l'ai montré tout à l'heure la séquence, on va réécouter ce que je vous ai montré au début de la vidéo, là encore, quand Marlène Schiappa parle de cette histoire d'amour aux États-Unis. Voilà. Pour l'instant, on a les crises politiques. Il y a des basketteurs. Il nous manque plus que la ministre de l'Intérieur amoureuse. Moi-même, je suis partie. Alors, non mais sérieux, comment vous avez eu l'idée de cette histoire ? Alors, il faut dire que moi-même, je suis partie à New York et je suis tombée amoureuse à New York alors que j'étais ministre. Et donc, Isabelle Saporta, qui était la patronne de Fayard, qui est une copine, m'a appelée l'été dernier en me demandant si ça m'amuserait d'écrire une comédie romantique dans laquelle une ministre rencontre un basketteur à New York et tombe amoureuse. Je lui ai dit oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi des cons. Voilà. Là encore, la chronologie, on ne sait pas. Et quand Hanouna lui parle de
2019, il n'y a absolument aucune réaction. Absolument aucune. Et c'est suspect. C'est suspect, ça peut être un lapsus, ça peut être une erreur, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais dans ce cas-là, tout fait sens. Tout fait sens petit à petit. Et disons que la grille de lecture est renversée. Parce que si c'est 2019, on peut se dire de prime abord, ben on s'en fout. C'est sa vie personnelle. Effectivement, elle rencontre quelqu'un en décembre 2022, elle divorce 2 mois ou 3 mois après. À la limite, c'est son problème. Il se passe quand même beaucoup de choses. Parce que rencontre mi-décembre, divorce fin mars, fin février, pardon. En 3 mois, en 2 mois et demi, elle divorce. Elle prévient le gouvernement qu'elle se déporte de ses missions. Il y a toute l'enquête Paris Match pour expliquer que tout va bien. C'est quand même très rapide. Pour un truc dont, au départ, on se fout, il y a le respect de la vie intime. Et dans ce cas-là, quand tu mets tous les éléments, quand tu mets tout le puzzle à plat, tu te dis, il y a un emballement médiatique sur une histoire dont on se fout, mais à la limite, effectivement, il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts sur cette relation entre une secrétaire d'État et un directeur de mutuelle, sachant qu'il y a directement conflit d'intérêts parce qu'elle est secrétaire d'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est exactement ce ministère-là, ce poste-là. Et là, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui commence à coincer, qui ne va pas du tout sur cette absence de réaction de 2019, sur tout ça. Et je me suis dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe depuis 2019 si on imagine, si on suppose que Marlène Schiappa eût été en couple avec ce Mathias Savignac, alors que des lois ont été passées concernant les mutuelles en France entre 2019 et 2022. Parce que rappelez-vous, depuis 2019, quelle est la promesse d'Emmanuel Macron? C'est la réforme 100% santé. Une loi déployée depuis 2019. Vous vous rappelez, hein, on a dit qu'il n'y ait quasiment plus de reste à charge pour les lunettes, pour les appareils auditifs, pour les dents, toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, ça a été présenté. Le coût de la santé est un sujet sensible pour les Français. Emmanuel Macron le sait bien. Celui-ci s'est donné pour objectif d'atteindre 100% de prise en charge. Nanani, nanana. Donc on a des lois qui sont passées dans un gouvernement auquel appartient Marlène Schiappa, potentiellement, alors qu'elle est en couple avec un directeur de mutuelle. Et cette loi, en plus de santé, elle est un petit peu problématique parce que à l'époque, on avait dit que ça allait causer des dépenses en plus pour les mutuelles. On avait dit que ça va coûter un petit peu plus pour les mutuelles qui vont devoir prendre en charge certains coûts. Et on a appris de manière un petit peu moins médiatique, on va dire, que ça avait finalement rapporté de l'argent. 100% santé, c'est un article de l'Argus de l'assurance. 350 millions d'économies en optique pour les complémentaires santé. Je vous lis un paragraphe de cet article. L'étude réalisée par le cabinet d'études de marché Xerfi sur la base d'un échantillon de 55 000 factures anonymisées chiffre à plus de 350 millions d'euros les économies potentielles sur le seul poste optique. De quoi couvrir largement l'effort de 250 millions d'euros demandé aux OCAM, selon le chiffre du ministre de la Santé. L'essentiel des économies identifiées proviendrait du plafonnement du montant de remboursement des montures, une demande des OCAM, rappelle André Balbi, président du ROF. À partir du 1er janvier 2020, les complémentaires ne pourront d'ailleurs rembourser les montures qu'à hauteur de 100 euros contre 150 euros actuellement. Autre source d'économie identifiée, la baisse du financement des organismes complémentaires sur le ticket modérateur qui atteindrait 77,4 millions d'euros par an selon l'étude. Donc, on comprend que dans l'idée où cette relation remonte à avant 2022, avant fin 2022 et le déclenchement de la campagne de com', et ben là, ça pose un petit peu problème. Alors, il faut rappeler qu'à ce moment-là, 2020-2022, Marlène Schiappa, elle est ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Donc, elle est sur un autre poste. Mais elle est quand même au gouvernement. Même si le métier de son potentiel copain de l'époque n'est pas en lien direct avec son portefeuille du moment, on est quand même sur quelque chose de proche. Il y a quand même conflit d'intérêts. Et pourtant, ça passe. Donc, voilà un petit peu l'enquête que je voulais vous proposer, les amis, parce que j'ai trouvé le bouquin extraordinaire, bouquin à tiroir, à énigme, avec plein de choses, comme je vous l'ai montré. Et surtout, on a, une fois de plus, autour de Marlène Schiappa, un truc qui tient pas la route, où on a quelque chose qui n'est pas cohérent. Quand on lui dit 2019, il n'y a aucune réaction, ça ne colle pas. Le bouquin est à la fois un truc de projection, avec des éléments, avec des choses comme ça, et on peut en arriver à la conclusion de... Est-ce que tout ça, effectivement, est lié au hasard, ce qui est tout à fait probable, effectivement. Est-ce qu'il y a une volonté claire de se foutre de notre gueule, c'est-à-dire on vous met les éléments sous le pif et on est peinard? Ou est-ce que
Je sais pas, est-ce que tout ça est de la fiction et que je me suis emballé pour rien à mener la recherche, mener l'enquête sur la base de ces éléments-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je voulais vous en parler parce que cette histoire d'amour me semble un petit peu curieuse. Donc voilà, les copains, ce qu'on pouvait se dire de Scandale. Un roman qui porte bien son nom, les amis. Dites dans le chat ce que vous en pensez, bien sûr, de cette enquête-là, de cette conclusion-là. Dites, est-ce que tout ça vous semble tenir la route ou pas, vous semble crédible ou pas, vous semble grave ou pas. C'est vrai qu'on a envie de dire au point où on en est, ça je suis bien d'accord. On se pose un peu toutes ces questions-là. Les amis, Blueby3 qui dit « Et pourquoi pas Rémi, ils sont habitués à nous le foutre devant le nez ?» Ça, c'est pourquoi pas. Bigna Pololo, mais Rémi, comment Chiappa pourrait-elle tenir la route? C'est comme si Sibeth Ndiaye disait la vérité. Ça, je suis bien d'accord. Merci à Chiki2494 pour le sub 24e mois. Merci beaucoup. Voilà un petit peu. Stealth5 qui dit finalement la destitution de Macron est une idée à creuser. Pourquoi pas? Voilà un petit peu les amis. Jordir 1710 qui dit t'es amoureux Rémi, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais je vous avoue que alors il faut rappeler qu'on soit bien d'accord, c'est pas très grave. On parle pas d'une affaire de dingo, qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même le remettre en perspective. Je pense que le fonds Marianne est quand même clairement plus grave, clairement plus abject, on va dire sur le plan éthique et même en termes de pognon. Mais je trouve que il y a quelque chose de très intéressant dans ce bouquin qui a très peu fait parler, qui n'est pas forcément facile à trouver en librairie, alors que normalement c'est un succès de librairie, c'est pas pour rien qu'on signe de telles daubes quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'il y a l'impression que ça laisse l'impression comme ça d'un demi-aveu, avec le côté excitant de on dévoile la chose, mais de toute façon vous n'allez rien faire. Je sais pas. Et cette affaire ne tient pas la route. Cette affaire ne tient pas la route. Donc voilà un petit peu les copains. Ce que je voulais vous dire sur tout ça, sur cette affaire-là, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'a passionné. Tu vois. Je ne pensais pas qu'un jour un livre de Marlène Schiappa m'accrocherait autant. Je ne vais pas vous mentir. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Les amis, les amigos. Voilà, je crois qu'on peut le dire. La flemme quand même qui dit « Chaque affaire n'est pas très grave, ce qui est grave c'est l'ensemble des affaires et le peu de personnes qui les concentrent. Passons-en sur leur fonction pendant qu'ils les concentrent effectivement. » Donc voilà un peu les amis, ce que je voulais vous dire sur ça, sur cette histoire-là. Les copains, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui, pour cette enquête-là. On va. Anarchy08 qui dit à quand le roman érotique dans le juste milieu? Pourquoi pas? À ce rythme-là, tout est possible, camarades. Alors, cette semaine, je vous donne un petit peu le programme. On va se retrouver demain. Demain, évidemment, on va parler immigration, fake news et Giorgia Meloni. On va parler de ça, entre autres. J'ai un truc marrant qui est sorti dans le Parisien aussi. J'ai déjà des billes pour demain. Mercredi, c'est farce tranquille. Vendredi, interview sur les gros sujets du moment. Affaire Durov, censure de X au Brésil. Les aveux de Mark Zuckerberg, on va parler de tout ça, ce sera en interview vendredi et dimanche, vidéo sur Brigitte Macron. Je vous en dis pas plus, on ne va pas du tout parler de transsexuels, hommes, femmes et tout. Il y a un autre dossier, on va parler de tout ça. Donc voilà les amis, le programme qui vous attend pour cette semaine. On va se régaler, on va être ensemble, ça va être du bonheur. En attendant, on se retrouve demain, même heure, même endroit, vous le savez, 16h45. Donc je vous embrasse. À demain, passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France.